Du haut de ses 4 championnats de France, de ses 6 Coupes de France et d'un trophée des champions, le Lille Olympique Sporting Club est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands clubs de l'Hexagone. Pourtant, le club nordiste n'a vu le jour qu'en 1944, une date assez tardive comparée à d'autres institutions historiques. En comparaison, les Girondins de Bordeaux furent créés en 1881 et l'Olympique de Marseille en 1899. Néanmoins, le LOSC ne sort pas de nulle part. Avant lui, c'est l'Olympique lillois qui fut un grand acteur du football nordiste avant d'être absorbé dans ce qui deviendra le club que nous connaissons tous aujourd'hui. Aux origines d'un Olympique, c'est tout de suite. La création du LOSC, c'est avant tout une histoire de fusion et de divorce à répétition. Tout commence à la fin du 19e siècle. Créé le 10 octobre 1898 par André Nicodème, le club de l'Iris va devenir la toute première équipe de football lilloise, arborant alors, pour la petite histoire, un maillot sang et or. C'est ce club qui ira conquérir les premiers trophées de la ville en remportant en 1898 et 1899 les 2 premières éditions du championnat du Nord USFSA. Fondée en 1887, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, dit USFSA, est à l'origine du premier championnat de France de football. À l'époque amateur, il est disputé annuellement entre 1894 et 1914, puis stoppé par la Grande Guerre, avant de se clore en 1919. Réservée au départ aux clubs parisiens, elle s'ouvrira aux clubs provinciaux en 1899. Le titre se dispute dès lors en fin de saison entre chaque champion régional. Et pour cette première édition nationale, on retrouve ainsi l'Iris Club Lillois, Le Havre et le Club Français. Le 19 février 1899, au Parc des Princes, l'Iris Club Lillois s'apprête à jouer sa demi-finale contre Le Havre afin de déterminer quel club provincial affrontera le meilleur club parisien en finale. Sauf que ce match n'ira jamais à son terme. En effet, le match devait avoir lieu à 13h30, mais arrivé sur les lieux, aucune équipe n'avait pensé à apporter un ballon. Le président de l'USFSA va donc se démener pour en trouver un, et lorsque cela est chose faite, le match commence avec 1h10 de retard. Mais dans le même temps, sur le bord du terrain, 2 équipes de hockey qui devaient disputer un match de championnat à 15h s'agacent et réclament le terrain. À la mi-temps, les 2 clubs envahissent le terrain et malgré les négociations pour reculer leur match d'1 heure, rien n'y fait et les joueurs de l'Iris et du Havre doivent quitter la pelouse dans l'indifférence générale. Cet épisode, qui ferait rire de nos jours, reflète néanmoins le peu d'intérêt porté pour le football en France à cette époque, en comparaison à l'Angleterre ou à d'autres sports, et par une pratique très peu professionnalisée. Car si aucune équipe n'avait de ballon avec elle, c'est donc qu'aucune n'avait prévu de s'échauffer, sans compter l'absence d'un arbitre. La rencontre est reportée à Amiens quelques jours plus tard, mais les Lillois sont contraints de déclarer forfait, officiellement à cause d'une épidémie de grippe, mais une théorie expliquerait que beaucoup de joueurs ont alors été retenus par leur employeur. La demi-finale n'aura jamais lieu, tout comme la finale. En effet, les Parisiens ne voulant pas jouer contre une équipe s'étant qualifiée sans jouer, le Havre est le premier champion de France amateur en n'ayant joué aucune finale et aucune demi-finale. En 1902, la mairie de Lille souhaite elle-même un club puissant pour la ville, soutenu par plusieurs industries locales et certains gros commerces. Il portera les couleurs de la ville, blanc et rouge, et s'appellera l'Olympique lillois. Son premier président n'est autre que Nicodème, séduit par ce projet. En 1907, André Billy, haut fonctionnaire, remplace Nicodème à la tête du club et sera celui à l'initiative de la fusion entre l'OL et l'Iris la même année. Billy organisera par la suite des rencontres régulières Paris-Nord, opposant une sélection des meilleurs joueurs de Lille, Roubaix, Tourcoing à ceux de la région parisienne. Ces initiatives permettent de faire connaître l'OL au niveau national et sans rien gagner, Billy a permis aux Lillois de se faire une notoriété. Mais même après cette fusion, l'OL peine toujours à rivaliser dans le championnat du Nord.
subissant la domination incontestable du RC Roubaix et l'US Tourcoing, remportant toutes les éditions du championnat du Nord entre 1902 et 1910. Roubaix sera sacré alors 5 fois champion de France et une fois pour Tourcoing. Mais bien décidé à changer l'ordre établi, un homme va tout bouleverser. En 1911, un riche industriel lillois arrive à la tête du club nordiste dans l'optique de le faire basculer dans une autre dimension. Son nom, Henri Joris. D'abord comme secrétaire général, Joris a pour objectif de le faire devenir le premier club du Nord, et ainsi surpasser Roubaix et Tourcoing. Et c'est chose faite, puisque dès sa mise en fonction, les Lillois sont sacrés champions du Nord. Avec son maillot blanc et sa bande rouge, l'Olympique lillois devancera l'US Tourcoing, mais sera éliminé dès les quarts de finale contre Rouen. Mais fort de ce titre régional et sûr de ses forces, Henri Joris va investir massivement dans le club en s'attachant par exemple les services de l'attaquant international belge Alphonse Six ou encore du français Jean Ducré, capitaine de l'équipe de France à l'époque, rien que ça. En 1913, l'OL est de nouveau champion du Nord et de nouveau éliminé en quart de finale, mais en 1914, le club lillois présente une équipe composée de 9 joueurs internationaux et remporte logiquement pour la 3e fois en 4 ans le championnat du Nord. Mais l'objectif est clair, le championnat de France. En quart de finale, l'Olympique s'impose 1-0 contre Rouen après un but à la 143e minute. Et oui, selon le règlement de l'époque, il fallait jouer 2h15 tant qu'on était à égalité. Un match plus facile en demi-finale avec un succès 8-1 contre Saint-Malo qualifie alors l'OL pour la finale. Et le 5 avril 1914, l'Olympique lillois remporte pour la première fois le championnat de France amateur de l'USFSA en venant à bout de l'Olympique de Sète sur le score clair et net de 3-0. Et la précision est importante, champion de France de l'USFSA. En effet, le football en France manque d'unité à cette époque, ce qui se traduit par l'existence de plusieurs fédérations rivales. Chacune organise alors son propre championnat de France dans son coin. Afin de déterminer un véritable champion de France, les fédérations se sont entendues pour être tout de même réunies dans un trophée de France qui déterminera le champion des champions. Après une demi-finale remportée 4-1 contre Levallois, Lille bat l'équipe de Vie au Grand Air du Médoc basée à Bordeaux sur le score de 3-0 avec un triplé de Six. Ce 26 avril 1914, l'OL est vraiment champion de France. 3 mois après ce premier titre, le monde plonge dans la guerre. Le championnat de France est arrêté et la mobilisation générale fera subir de nombreuses pertes à l'Olympique lillois. Pas moins de 15 joueurs du club, dont sa star Alphonse Six, mourront durant la Grande Guerre. Le Nord étant la seule région de France occupée pendant ces 4 années, le football n'a pu persister et après-guerre, le football nordiste est relégué au second plan alors qu'on pensait l'OL installé durablement en haut de la hiérarchie. Avec un club à reconstruire, c'est encore Henri Joris qui va se charger de cela. Nommé vice-président de la Fédération française de football association la même année, qui succède à l'USFSA, ce dernier impulse la création de la Ligue du Nord, un organe qui dépend de la FFFA. À partir de ce moment, le championnat de France n'existe plus. Seuls les championnats des ligues régionales subsistent et le seul titre national existant devient la Coupe de France. Créant la DH Nord, Henri Joris réunit les meilleures équipes de la région, dont l'OL. Cependant, l'OL peine en Coupe de France, n'atteignant que 2 fois les quarts de finale sur les 5 premières éditions. C'est à cette époque que l'OL va se faire un surnom, en plus qu'un nom, les Dogs. Ce surnom apparaît dans la presse fin 1919, publié par un journal parisien qu'il avait utilisé à la base de manière péjorative, rapportant que les Lillois se battent comme des dogs. Mais ce qui aurait pu être vu comme une insulte va plaire aux Lillois qui vont s'approprier le stigmate d'une équipe agressive avec du mordant et une envie à toute épreuve. De nouveau champions du Nord en 1921 et 1922, les performances des Lillois interrogent. Certains journalistes et adversaires en viennent à soupçonner le club de rémunérer leurs joueurs, ce qui est alors interdit puisque les joueurs ne sont pas professionnels. Et les soupçons sont justifiés puisque ce que l'on appelle l'amateurisme marron est bel et bien d'actualité au sein du club. Et c'est en 1924, à la suite d'un différend entre Joris et le trésorier du club, que le scandale éclate. Ce dernier incite le président de l'OL à révéler dans la presse les comptes. La découverte de près de 8000 francs du budget du club alloué au paiement de l'équipe première va alors faire grand bruit.
À la suite de ce scandale, le club va prendre plusieurs années pour se reconstruire et il faudra attendre 1929 pour revoir l'OL champion du Nord, avant un dernier sacre en 1931. À la fin des années 1920, les partisans de la professionnalisation du football pour la création d'un championnat de France sont de plus en plus nombreux. En juillet 1930, le Conseil national de la FFFA finit par approuver la mise en place du premier championnat de France professionnel qui se tiendra 2 ans plus tard, en 1932. Mais en tant que président de la Ligue du Nord, Henri Joris s'y oppose farouchement. Selon lui, les meilleurs clubs de sa ligue rejoindraient le championnat de France, ce qui affaiblirait le prestige du championnat du Nord et diminuerait les recettes du club. En mars 1932, Henri Joris démissionnera de la direction de l'OL pour des raisons qui sont encore aujourd'hui obscures. Pour autant, il conserve une grande influence sur le club et sur son nouveau président, le banquier Gabriel Coyer. L'OL continuant de refuser le professionnalisme, un petit club lillois compte bien en profiter. Alors qu'il est un club mineur de la région, le Sporting Club Fivois, par l'intermédiaire de son président Louis Hainaut, va entendre les revendications de Gaston Decrane et Marcel Véronne, 2 dirigeants de l'OL ayant quitté le club pour Fives. Il lui explique que devenir professionnel fera du SCF le premier club de la région. C'est ainsi que cette modeste institution va accéder au professionnalisme. Et c'est cette décision qui va provoquer un tournant dans la direction du club lillois. À la suite de cela, Fives va réussir à attirer de nombreux joueurs clés de l'OL qui eux souhaitent se professionnaliser, comme l'anglais Georges Berry ou encore l'international français André Cheva. Devant cette fuite d'effectifs et la crainte de voir ses supporters rallier le SC Fives, l'OL revient sur sa décision et demande son adhésion 1 semaine plus tard au premier championnat de France professionnel à la FFFA. Bien que cette demande ait été effectuée hors délai, la Fédé ne veut pas se priver d'un club du prestige de l'Olympique lillois et va accepter. La ville de Lille verra donc 2 de ses clubs participer à la saison 1932-1933. Pour cette première édition, le championnat de France est organisé en 2 groupes de 10 clubs qui s'affrontent sur des phases aller-retour. À la fin de ces 18 matchs, le premier de ces 2 groupes se qualifie pour la finale du championnat de France sur terrain neutre en un match sec. Le premier match de l'Olympique lillois sera un Olympico contre Marseille, à Lille, mais qui se soldera par une défaite 2-1. On pense alors que la saison sera dure pour les nordistes, mais il n'en sera rien. À la fin de la saison, les Lillois se classent premiers de leur groupe en ayant engrangé 14 victoires et ne s'étant inclinés que 4 fois. Emmené par son milieu offensif Georges Winkelmans, l'OL décroche son ticket pour la finale qui se tiendra le 14 mai 1933 au stade olympique de Colombes où 16 000 personnes sont venues assister à cette rencontre face à l'AS Cannes. D'ailleurs, le club du Sud n'aurait jamais dû participer à cette finale puisqu'ils finiront la saison à la 2e place du classement, derrière l'Olympique d'Antibes. Mais juste avant la finale, un scandale de corruption va toucher le club antibois. Afin de s'assurer la première place du groupe B, les dirigeants d'Antibes vont acheter leur victoire contre Fives et cet arrangement éclatera au grand jour. La finale oppose donc un club qui, à la base, ne voulait pas se professionnaliser et un autre qui n'avait pas prévu d'y participer quelques jours avant. Mais place au jeu. Le match démarre fort pour les Lillois qui prennent rapidement le jeu à leur compte et à la mi-temps, l'OL mène 2-0 grâce à Barrett et Varga. Au retour des vestiaires, Cannes réduit le score avant que Winkelmans redonne 2 buts d'avance aux nordistes. Mais en l'espace de 3 minutes, à la 78e et à la 82e minute, les Cannois rattrapent leur retard et alors que le score est de 3-2 et qu'il ne reste que 5 minutes à jouer, Winkelmans, encore lui, délivre tout un peuple et offre à l'Olympique lillois le premier titre de champion de France professionnel de l'histoire. Ce titre restera à tout jamais gravé dans l'histoire de la région. Le premier championnat de France professionnel et nordiste. Cerise sur le gâteau, la finale de Coupe de France opposera le RC Roubaix et l'Excelsior Roubaix, remporté par ce dernier. En 1933, les 2 trophées nationaux sont nordistes. Et il faudra attendre 1946 pour voir la Coupe de France et le championnat revenir en terre nordiste. Mais tout ça, ce sera pour un prochain épisode.